Sacrifiée sur un étalon meurtrier pour divertir les élites, Marie tremble face au regard noir qui pourrait la tuer en un instant. Dans ce même regard, elle découvre l'allié qui bouleversera à jamais sa destinée. Le soleil de juin baignait le prestigieux haras de Chantilly d'une lumière dorée, illuminant les écuries centenaires et les prairies verdoyantes où galopaient des pur-sang valant des fortunes. Marie Dubois, 19 ans, ajustait nerveusement son nœud papillon noir, uniforme obligatoire du personnel de service pour le mariage somptueux qui se déroulait ce jour-là. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle observait son reflet dans le miroir des toilettes réservées au personnel. « Tu peux le faire », murmura-t-elle à son reflet. « Encore 6 heures, et tu auras assez pour payer ton loyer ce mois-ci. » Le bruit des festivités s'infiltrait même jusqu'ici. Rires cristallins, tintements de verres en cristal, musique d'orchestre. Un monde auquel Marie n'appartenait pas, mais qu'elle côtoyait 3 fois par semaine, comme serveuse pour l'entreprise de traiteur, le gourmet parisien. « Marie, qu'est-ce que tu fabriques ?» Les coupes de champagne attendent. La voix de Pascal, le chef des équipes, résonna contre les murs carrelés. « J'arrive !» répondit-elle en lissant une dernière fois sa chemise blanche impeccable. Marie sortit rapidement, traversant la cuisine bourdonnante d'activité. Des chefs en toque s'affairaient autour des fourneaux, préparant des mets dont les noms à rallonge lui étaient encore étrangers après 6 mois de service. Elle saisit le plateau chargé de coupes de champagne millésimées et franchit les portes battantes qui séparaient ces deux mondes. Le contraste la frappait toujours de plein fouet. D'un côté, la frénésie laborieuse de la cuisine. De l'autre, l'opulence tranquille des invités. Le mariage unissait l'héritière des Champagne Lefebvre à un jeune industriel du textile. 250 invités triés sur le volet, la haute société parisienne dans ce qu'elle avait de plus clinquant. Souris, mais pas trop. Sois disponible, mais invisible, répétait souvent Pascal au nouveau serveur. Marie avait maîtrisé cet art de l'effacement, cette capacité à se fondre dans le décor tout en restant alerte au moindre verre vide. Elle se faufila parmi les invités, offrant des coupes avec un sourire poli et des formules de politesse bien rodées. Ses yeux verts, seul héritage de valeur que lui avait laissé sa mère, restaient baissés, comme le voulaient les étiquettes non écrites du service. « Encore du champagne, mademoiselle » demanda une femme d'éage mûr, parée de diamants, dont le collier aurait pu financer les 3 années d'études vétérinaires dont Marie rêvait. « Bien sûr, madame » répondit-elle en tendant une coupe avec précaution. En s'éloignant, elle entendit un éclat de rire provenant d'un groupe de jeunes gens installés près des écuries. 5 personnes, 3 hommes et 2 femmes, tous dans la vingtaine, vêtus avec cette élégance désinvolte que seule permet une fortune héritée. Marie les reconnut immédiatement, les enfants des plus grandes familles de la région, dont Thomas Beaumont, le fils du propriétaire du haras. « C'est ridicule. Mon père continue de croire que ce cheval peut être dressé, » disait Thomas en levant les yeux au ciel. 3 dresseurs professionnels ont abandonné, mais le grand Louis Beaumont refuse d'admettre qu'il a fait une erreur en l'achetant. Ses amis ricanèrent. Marie ralentit imperceptiblement son pas, écoutant malgré elle. Elle avait toujours été fascinée par les chevaux, passion née durant son enfance dans la petite ferme de ses grands-parents en Normandie. Tonnerre reste le meilleur investissement de ton père, rétorqua un jeune homme aux cheveux blonds presque blancs. 500 000 € pour un étalon que personne ne peut monter. C'est ce que j'appelle une affaire. Nouveaux éclats de rire. Marie connaissait Tonnerre de réputation. Un magnifique étalon noir, au caractère impossible, gardé à l'écart des autres chevaux dans un enclos spécial. Les palefreniers en parlaient avec un mélange de crainte et d'admiration. « Mademoiselle, vous comptez rester plantée là toute la journée ?» Marie sursauta. Thomas Beaumont la fixait, un sourire moqueur aux lèvres. Ses yeux bleu acier la transperçaient. « Ah, excusez-moi, monsieur » balbutia-t-elle en s'approchant avec son plateau. «
Le petit groupe la détailla avec une curiosité amusée, tandis qu'elle leur servait du champagne. Marie sentit ses joues s'empourprer sous ses regards scrutateurs. « Tu travailles ici depuis longtemps ?» demanda Thomas en saisissant une coupe. « 6 mois pour le traiteur, monsieur, » répondit-elle poliment. « Et elle connaît sa place », commenta une jeune femme aux longs cheveux châtains, Victoire de Rambouillet, dont Marie avait souvent servi la famille. Contrairement à certains employés qui se croient tout permis, Marie encaissa le commentaire sans broncher, habituée à ce mélange de condescendance et d'indifférence. « Vous aimez les chevaux ?» demanda soudainement Thomas, la surprenant. « Pardon ? Les chevaux. J'ai vu comment vous regardiez vers les écuries tout à l'heure. » Marie hésita. Le protocole voulait qu'elle réponde brièvement, et s'éclipse, mais quelque chose dans la question semblait sincère. « Oui, monsieur, je les aime beaucoup. » « Intéressant, » murmura Thomas en échangeant un regard avec ses amis. « Et vous montez ?»« J'ai appris, étant enfant, chez mes grands-parents. »« Mais je n'ai plus pratiqué depuis longtemps. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, » intervint le jeune homme blond, Antoine de Clermont-Tonnerre. Son ton était légèrement moqueur. Marie sentit que la conversation prenait une tournure étrange. Elle cherchait une excuse pour s'éclipser quand Pascal apparut à quelques mètres, lui faisant signe de circuler. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit-elle en reculant d'un pas. « Bien sûr, » répondit Thomas avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous ne voudrions pas vous mettre en retard. » Marie-S éloigna, troublée par cet échange. Quelque chose dans le regard de Thomas l'avait mise mal à l'aise. Elle continua son service, slalomant entre les invités de plus en plus éméchés à mesure que l'après-midi avançait. La réception battait son plein quand Marie fut envoyée aux cuisines chercher un nouveau plateau. En traversant la cour pavée, elle s'arrêta un instant, attirée par un hennissement puissant. À une centaine de mètres, dans un enclos isolé, un magnifique étalon noir ébrouait furieusement. « Tonnerre !» murmura-t-elle, reconnaissant instantanément l'animal dont parlait Thomas. Le cheval semblait agité, tournant nerveusement dans son enclos, comme conscient de l'agitation inhabituelle du haras. Marie ne put s'empêcher de s'approcher de la barrière, fascinée par la puissance qui émanait de l'animal. « Il est magnifique, n'est-ce pas ?» Marie se retourna brusquement. Louis Beaumont, propriétaire du haras et père de Thomas, se tenait à quelques pas. Grand, élégant malgré la soixantaine, il avait cette présence qui forçait naturellement le respect. « Oui, monsieur, » répondit-elle, gênée d'avoir été surprise en train de s'attarder. « Il a le sang des meilleurs pur-sang arabes, mais le caractère d'un démon, » soupira monsieur Beaumont en contemplant chez les talons. « Un tempérament impossible à briser. » Marie observa l'animal avec attention. « Peut-être qu'il ne faut pas le briser, mais le comprendre, » dit-elle spontanément, avant de réaliser son audace. Louis Beaumont haussa un sourcil surpris, puis esquissa un sourire. « Une philosophie intéressante, mademoiselle ?» « Dubois. »« Marie Dubois, monsieur. »« Eh bien, mademoiselle Dubois, votre approche est rafraîchissante. Malheureusement, je dois retourner auprès de mes invités. Bonne journée. » Ilès éloigna d'un pas assuré, laissant Marie troublée par cette rencontre inattendue. Elle jeta un dernier regard à Tonnerre avant de retourner précipitamment vers les cuisines, inconsciente que cette brève conversation serait le prélude à un bouleversement complet de son existence. « Tu as parlé avec mon père ?» La voix de Thomas Beaumont, teintée d'une curiosité hostile, fit sursauter Marie alors qu'elle revenait des cuisines avec un plateau de petits fours. Elle se figea, cherchant une réponse appropriée. Thomas et ses 4 amis formaient maintenant un demi-cercle autour d'elle, leurs silhouettes élancées lui bloquant le passage vers la terrasse où les invités s'agglutinaient. « Oh, seulement quelques mots, monsieur, » répondit-elle prudemment. « Je dois retourner servir, si vous permettez. »« Non, je ne permets pas, » répliqua Thomas avec un sourire qui n'avait rien d'amical. Les vapeurs d'alcool émanant de son haleine trahissaient les nombreuses coupes de champagne qu'il avait consommées. «
Qu'est-ce qu'une petite serveuse peut bien avoir à dire au grand Louis Beaumont? Marie sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine. Les 5 jeunes gens l'encerclaient désormais complètement, leur visage affichant cette expression particulière des prédateurs qui ont trouvé leur proie. Nous parlions de Tonnerre, admit-elle, espérant que cette réponse suffirait à les satisfaire. Tonnerre! S'exclama Antoine, en éclatant d'un rire aigu. Mademoiselle s'intéresse à l'étalon le plus cher et le plus sauvage de France. Comme c'est charmant! Victoire s'approcha, ses talons aiguilles claquant sur les pavés. Tu te prends peut-être pour une cavalière, ma petite? Son parfum capiteux envahit l'espace. Laisse-moi deviner, tu rêves de monter comme les riches? Marie serra les dents, contenant la réplique acerbe qui lui brûlait les lèvres. Ses heures de travail représentaient son loyer du mois. Elle ne pouvait pas se permettre de les perdre pour une querelle avec des enfants gâtés. « Je dois vraiment y aller », insista-t-elle, tentant de contourner le groupe. « Tu as dit à mon père que Tonnerre ne devait pas être brisé, mais compris, » poursuivit Thomas, ignorant sa tentative de fuite. « C'est fascinant. » Tu te crois plus intelligente que les meilleurs dresseurs de France? Les autres ricanèrent, sauf Sophie Delacroix, la plus jeune du groupe, qui semblait vaguement mal à l'aise. Je n'ai pas prétendu cela, se défendit Marie. Était juste une remarque très présomptueuse, intervint le 5e membre du groupe, Maximilien de Broglie, héritier d'une fortune pharmaceutique. Grand, athlétique, il dégageait une arrogance tranquille, peut-être plus inquiétante encore que la morgue évidente de Thomas, pour quelqu'un qui sert des petits fours. Marie sentit la colère monter en elle, cette même colère qui l'avait mise dans tant de situations difficiles durant sa scolarité, quand elle défendait les plus faibles contre les brutes. Cette colère qui lui avait valu tant de visites chez le proviseur et qui avait presque compromis son baccalauréat. Le métier de serveuse n'a rien de honteux, répondit-elle, le menton relevé. Et comprendre les animaux n'est pas une question de richesse ou de statut social. Un silence stupéfait accueillit sa réplique. Thomas fut le premier à retrouver la parole, ses yeux brillants d'un éclat dangereux. Vraiment? Alors prouve-le. Pardon. Prouve que tu comprends les chevaux mieux que nous. Monte Tonnerre. Marie sentit son sang se glacer. C'est ridicule, parvint-elle à articuler. Pourquoi? Tu viens de nous faire la leçon sur la compréhension des animaux, insista Thomas, une lueur mauvaise dans le regard. À moins que ce ne soit que du vent? Thomas, commença Sophie, visiblement inquiète. Tais-toi, la coupa-t-il sans même la regarder. Alors, mademoiselle la philosophe équestre, qu'en dis-tu? Un petit tour sur Tonnerre? Marie secoua la tête. Je n'ai pas monté depuis des années, et d'après ce que j'ai compris, ce cheval est dangereux. Oh, elle a peur maintenant, se moqua Victoire. C'est tellement facile de donner des leçons quand on ne risque rien. Peut-être qu'elle a besoin d'une motivation, suggéra Maximilien, son regard calculateur parcourant Marie des pieds à la tête. Combien gagnes-tu en une soirée comme celle-ci? 200 €? 300? Ce n'est pas une question d'argent, protesta Marie, bien que le montant mentionné représentât exactement ce qu'elle espérait gagner ce soir-là. 500 €, proposa Antoine, sortant son portefeuille. Cash, juste pour monter sur son dos. Tu n'as même pas besoin de le faire avancer. Marie hésita, malgré elle. 500 €, presque 2 semaines de loyer, une partie des frais d'inscription à l'école vétérinaire pour laquelle elle économisait depuis 3 ans. C'est dangereux et stupide, dit-elle finalement. Et je dois retourner travailler. 1000 €, lança Thomas, son sourire s'élargissant quand il vit, elle, éclair d'intérêt traverser le regard de Marie. 1000 € pour 2 minutes sur son dos, assez pour te payer. Quoi? Des études? Un nouvel appartement? Une vie moins misérable que celle de serveuse? Thomas, arrête, intervint Sophie plus fermement. Ce n'est pas drôle. Oh, je trouve ça très divertissant, répliqua-t-il sans la regarder. Alors, Marie Dubois, 1000 €.
À prendre ou à laisser? Marie regarda autour d'elle, cherchant une échappatoire. Pascal devait sûrement se demander où elle était passée. Les invités attendaient leurs amuse-bouches. Et Tonnerre. Tonnerre était un danger mortel sur 4 jambes. 2000, enchérit soudain Maximilien, surprenant tout le monde. 2000 € si tu arrives à le monter pendant 5 minutes. Avec une selle, bien sûr. Nous ne sommes pas des monstres. Le silence s'installa, lourd de tension et d'attente. Marie savait qu'elle devrait refuser, partir, signaler ce harcèlement à Pascal ou même à Monsieur Beaumont. Mais quelque chose dans l'expression suffisante de ces jeunes privilégiés la révoltait profondément. « Si j'accepte, dit-elle lentement, vous me laissez tranquille pour le reste de la soirée et je reçois l'argent, quelle que soit l'issue. Parole d'honneur, promit Thomas en posant théâtralement la main sur son cœur. 2000 €, 5 minutes et nous disparaissons de ta vie misérable. Marie prit une profonde inspiration. D'accord, dit-elle finalement, regrettant les mots à peine sortis de sa bouche. Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire triomphant. Parfait, retrouve-nous aux écuries dans 10 minutes et n'essaie pas de te défiler. Ils éloignèrent en riant, laissant Marie seule avec son plateau et le poids écrasant de sa décision insensée. Elle resta immobile quelques secondes, tentant de reprendre ses esprits. « Qu'est-ce que je viens de faire ?» murmura-t-elle. Les mains tremblantes, elle retourna servir les invités, son esprit tournant à toute vitesse. Comment allait-elle se éclipser sans que Pascal ne le remarque? Et surtout, comment allait-elle approcher Tonnerre sans se faire tuer? Les 10 minutes s'écoulèrent comme dans un rêve flou. Marie servit mécaniquement, souriant sans voir, répondant sans entendre. Quand elle réussit enfin à s'esquiver vers les toilettes, elle contempla son reflet dans le miroir. Le même qu'une heure plus tôt, et pourtant si différent. Une jeune femme au bord d'une folie, c'est de la pure stupidité, se dit-elle. Tu pourrais te briser le cou. Mais l'image de Thomas et ses amis riant d'elle, la traitant comme une moins que rien, raviva sa détermination. Et puis, 2000 €, elle pourrait payer son inscription et une partie des livres pour sa première année d'études. Elle quitta les toilettes, traversa discrètement la cuisine et se dirigea vers les écuries, le cœur battant à tout rompre. L'odeur familière du foin et du cuir la frappa dès son entrée, réveillant des souvenirs d'enfance qu'elle croyait enfouis. Thomas et sa bande l'attendaient déjà, ainsi qu'un palefrenier à l'air inquiet qui tenait une selle. « Ah, voilà notre Amazone !» s'exclama Thomas. « Pierre va t'aider à sceller Tonnerre. » « N'est-ce pas, Pierre ?» Le palefrenier, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné, secoua la tête. « Monsieur Thomas, c'est de la folie. Cette demoiselle va se blesser. »« Dois-je rappeler à mon père qui paie ton salaire ?» répliqua froidement Thomas. Pierre blêmit mais resta ferme. « Je ne participerai pas à ça. »« Très bien, » soupira Thomas en lui arrachant la selle des mains. « Nous nous débrouillerons sans toi. Tu peux disposer. » Le palefrenier hésita, jetant un regard désolé à Marie, puis éloigna à contre-cœur. « Bien, » déclara Thomas en se tournant vers Marie. « L'heure de vérité est arrivée, mademoiselle la philosophe. » Marie contempla l'enclos où Tonnerre s'agitait, percevant le danger que représentait ce magnifique animal. L'étalon noir, sentant qu'il était devenu le centre d'attention, piaffait nerveusement, ses muscles puissants roulant sous sa robe luisante comme du charbon mouillé. « Vous êtes complètement fou, » murmura-t-elle, la gorge sèche. Thomas lui tendit la selle avec un sourire narquois. « Tu peux encore renoncer. Bien sûr, cela prouvera que tu n'es qu'une serveuse prétentieuse qui parle sans savoir. » Marie saisit la selle, son poids familier réveillant des souvenirs enfouis. L'odeur du cuir, la sensation du métal froid des étriers contre ses doigts. Son corps se souvenait, même après toutes ces années. « Donnez-moi un filet au moins », demanda-t-elle, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Antoine éclata de rire. « Un filet ? Pour Tonnerre ? 3 écuyers ont essayé de lui mettre un mort, tous ont fini à l'hôpital. »
Comment suis-je censé le diriger » protesta Marie. « Tu as parlé de comprendre les chevaux, pas de les diriger » répliqua Maximilien avec un sourire glacial. « Montre-nous cette compréhension. » Marie ferma les yeux un instant, tentant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Elle avait commis une erreur monumentale, mais il était trop tard pour reculer. Sa fierté, ses 2000 € et quelque chose de plus profond encore, le besoin viscéral de prouver sa valeur à ces personnes qui la considéraient comme insignifiante, l'empêchaient de faire marche arrière. « Je vais avoir besoin d'une pomme ou d'une carotte », dit-elle finalement. « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ?» s'impatienta Thomas. « Une pomme, ou n'importe quelle friandise pour cheval », insista Marie. « Si vous voulez vraiment voir ce spectacle, procurez-m'en une. » Thomas soupira théâtralement, puis fit un signe à Sophie. « Va chercher ce qu'elle demande. Il doit y avoir des pommes à la cuisine. » Sophie disparut rapidement, visiblement soulagée de cesse éloignée. Marie profita de ce répit pour observer attentivement Tonnerre. Elle, étalon, était magnifique, d'une stature imposante, avec des jambes fines mais musclées et une encolure puissante. Ses yeux sombres brillaient d'intelligence et de méfiance. « Comment est-il arrivé ici ?» demanda-t-elle, gagnant du temps mais aussi cherchant à comprendre l'animal. « Mon père l'a acheté à un cheikh saoudien », expliqua Thomas avec une pointe d'ennui. Apparemment, même leur dresseur n'arrivait pas à le dompter. Mon père pensait faire mieux, évidemment. Marie hocha la tête, absorbant cette information. Un cheval habitué au désert, aux grands espaces, soudainement confiné dans un enclos français, entouré d'étrangers, pas étonnant qu'il soit perturbé. Sophie revint avec 2 pommes, essoufflée. « C'est tout ce que j'ai pu trouver », dit-elle en les tendant à Marie. « Merci », répondit Marie avec un sourire reconnaissant, le premier véritable échange de gentillesse depuis le début de cette épreuve. Elle rangea une pomme dans la poche de son pantalon noir de service et coupa l'autre en quartiers avec un petit couteau que Victoire lui tendit à contre-cœur. « Le temps tourne », lança Antoine en consultant ostentatoirement sa montre suisse, l'argent aussi. Marie ignora la remarque et s'approcha lentement de la barrière de l'enclos. Tonnerre la repéra immédiatement, ses oreilles se dressant en signe d'alerte. Elle s'immobilisa, soutenant son regard. « Je vais entrer maintenant », annonça-t-elle sans quitter l'étalon des yeux. « Ne faites pas de gestes brusques, ne criez pas, ne vous approchez pas de l'enclos. Tu donnes des ordres maintenant ?» railla Victoire. « Sauf si vous préférez me voir piétiner », rétorqua Marie sèchement. Thomas fit un geste pour calmer ses amis. Malgré son arrogance, il semblait maintenant vaguement inquiet des conséquences potentielles de son défi. Marie ouvrit doucement la barrière et se glissa dans l'enclos, refermant soigneusement derrière elle. Tonnerre recula immédiatement, ses naseaux dilatés, tout son corps tendu comme un arc. Le temps sembla se suspendre. Marie était parfaitement consciente du danger mortel que représentait cette montagne de muscles et d'instincts sauvages. Un coup de sabot, une charge, et elle pourrait mourir ou rester paralysée à vie. Pour 2000 € et son orgueil blessé, quelle folie, pensa-t-elle. Mais elle était là maintenant, et la seule issue était d'aller jusqu'au bout. Elle déposa la selle au sol, loin d'elle et du cheval, puis s'accroupit lentement, faisant délibérément de sa silhouette quelque chose de petit, de non menaçant. Elle tendit la main qui tenait un quartier de pommes, puis baissa les yeux, évitant délibérément le regard de Tonnerre. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» entendit-elle Maximilien murmurer. « Elle essaie de ne pas mourir », répondit Sophie, la tension évidente dans sa voix. Marie resta immobile, respirant profondément, se concentrant sur le ralentissement de son rythme cardiaque. Elle se souvint de ce que son grand-père lui avait enseigné. Les chevaux sentent ta peur comme un parfum. Si tu veux qu'ils te fassent confiance, tu dois d'abord te faire confiance. 1 minute passa, puis 2. Tonnerre ne bougeait pas, mais ses oreilles étaient dressées, son attention entièrement focalisée sur cette humaine étrange qui ne se comportait pas comme les autres. « C'est ridicule »,
déclara finalement Thomas. Elle essaie juste de gagner du temps. Ferme-la, ordonna Marie sans hausser la voix ni quitter sa position. Le silence surpris qui suivit était presque comique. Puis, imperceptiblement d'abord, Tonnerre fit un pas vers elle, puis un autre. Marie ne bougea pas, continuant de tenir la pomme, les yeux baissés. Elle, Étalon s'approcha progressivement, méfiant mais curieux. Quand il fut à quelques mètres, il tendit son long cou, reniflant l'air, captant l'odeur de la pomme et celle de Marie. « C'est ça », murmura-t-elle doucement. « Je ne te veux aucun mal. » Un silence absolu régnait maintenant autour de l'enclos. Même Thomas et ses amis semblaient hypnotisés par ce qui se déroulait sous leurs yeux. Après ce qui parut une éternité, Tonnerre était assez près pour que son souffle chaud caresse la main de Marie. D'un mouvement lent et fluide, elle déposa le morceau de pomme sur sa paume ouverte et l'offrit à elle Étalon. Les lèvres veloutées de Tonnerre effleurèrent sa peau, tandis qu'il saisissait délicatement la friandise. Marie sentit une vague de soulagement la traverser, mais elle savait que ce haine était que le début. Pendant que le cheval mâchait, elle se redressa légèrement, toujours accroupie, mais un peu plus haute. Elle sortit un autre morceau de pomme et le lui offrit. Cette fois, Tonnerre s'approcha plus rapidement, avec moins d'hésitation. « Bon garçon, » murmura-t-elle, « tu vois, je ne suis pas comme les autres. » Au troisième morceau, elle était debout, bien que légèrement courbée pour paraître moins imposante. Tonnerre acceptait maintenant sa présence, suffisamment confiant pour prendre la nourriture directement de sa main sans reculer. Marie commença à lui parler doucement, dans un flot continu de paroles rassurantes, tout en levant lentement sa main libre pour la poser sur son encolure. Elle, Étalon, frémit, mais ne s'écarta pas. « C'est impossible !» entendit-elle Antoine murmurer. Elle caressa doucement l'encolure puissante, sentant les muscles tendus se relaxer progressivement sous ses doigts. Puis elle se déplaça, toujours en parlant, toujours en maintenant le contact, pour se positionner le long du flanc de Tonnerre. « Je vais devoir te demander quelque chose de difficile maintenant, » dit-elle à l'Étalon, comme s'il pouvait comprendre chaque mot. « Mais je te promets que ce sera bref. » Elle s'éloigna pour récupérer la selle, provoquant un mouvement nerveux de Tonnerre. Marie sortit immédiatement la seconde pomme de sa poche et la lui montra. « Juste un petit moment, » promit-elle. Elle approcha la selle, permettant à Tonnerre de la renifler, de se familiariser avec son odeur et sa présence. Puis, avec des gestes délibérément lents, elle la plaça sur son dos. Elle, Étalon, se raidit immédiatement, et Marie crut un instant qu'il allait se cabrer ou s'enfuir. Elle posa fermement sa main sur son encolure, continuant à lui parler d'une voix calme mais assurée. « Tu peux le faire. » Ce n'est pas si terrible, n'est-ce pas? Miraculeusement, Tonnerre resta immobile tandis qu'elle attachait la sangle, juste assez serrée pour maintenir la selle en place. Elle lui donna un autre morceau de pomme qu'il accepta avec ce qui semblait presque être de l'empressement. Marie se tourna vers Thomas et sa bande, dont les visages exprimaient différents degrés de stupéfaction. « Je vais monter maintenant, » annonça-t-elle. « Commencez à chronométrer quand je serai en selle. »« Comment diable a-t-elle fait ça ?» chuchota Victoire, incrédule. Marie ne leur prêta plus attention. Elle se concentra entièrement sur Tonnerre, sur la communication silencieuse qui s'était établie entre eux. Elle se positionna sur son côté gauche, agrippa la selle et avec un mouvement souple né de l'habitude, se hissa sur le dos de l'Étalon. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Marie sentit tous les muscles de Tonnerre se tendre sous elle, prêts à exploser. Elle se pencha en avant, plaçant une main apaisante sur son encolure, murmurant des encouragements à son oreille. « Tout va bien, tout va bien. Je sais que c'est étrange. Juste 5 minutes, c'est tout ce que je te demande. » Pendant un instant suspendu entre terreur et émerveillement, elle crut que l'impossible était produit, que Tonnerre l'acceptait. Puis elle, Étalon poussa un hennissement strident et se cabra violemment.
Le monde bascula. Marie sentit son corps se soulever dans les airs alors que Tonnerre se dressait sur ses postérieurs, ses sabots avant battant furieusement le vide. Son instinct de survie prit le dessus, ses mains s'agrippant désespérément à la crinière noire, tandis que son corps cherchait automatiquement à maintenir l'équilibre. « Elle va se tuer !» hurla Sophie, les mains plaquées sur sa bouche. Marie entendit à peine le cri, toute son attention concentrée sur la lutte qui se jouait entre elle et l'étalon. Quand Tonnerre retomba sur ses antérieurs, l'impact lui coupa presque le souffle. Avant qu'elle puisse se stabiliser, il se cabra de nouveau, plus violemment encore. « Tiens bon !» s'écria quelqu'un. Antoine ou Maximilien, elle n'aurait su le dire. Mais tenir bon n'était plus une option. Lors du troisième cabrement, les mains de Marie glissèrent sur la crinière en sueur. Elle sentit son corps basculer en arrière, la gravité réclamant son dû. Tout se passa au ralenti, le ciel bleu emplissant son champ de vision, le sentiment d'impuissance absolue, la certitude que l'impact allait être brutal. Dans un réflexe désespéré, elle se roula en boule avant de toucher le sol, se préparant à l'inévitable douleur. Elle heurta la terre battue avec un bruit sourd qui résonna dans tout son corps, le souffle coupé. Sonnée mais consciente, elle leva instinctivement les bras pour protéger sa tête, sachant que le véritable danger venait maintenant des sabots de Tonnerre. « Écartez-vous !» hurla Thomas, une panique authentique dans la voix. Marie entendit des pas précipités vers l'enclos, mais elle ne pouvait pas bouger, paralysée par la douleur et la peur. Elle s'attendait à tout moment à sentir l'impact mortel d'un sabot sur son crâne ou sa colonne vertébrale, mais le coup ne vint jamais. Lorsqu'elle osa enfin ouvrir les yeux, elle découvrit une scène surréaliste. Tonnerre, au lieu de la piétiner comme l'aurait fait tout cheval paniqué, s'était immobilisé à quelques pas d'elle. Il la fixait, ses naseaux dilatés, son souffle rapide créant de petits nuages de vapeur dans l'air frais du soir. « Ne bougez pas !» ordonna une voix autoritaire que Marie reconnut comme celle de Louis Beaumont. « Personne n'entre dans cet enclos. » Marie resta parfaitement immobile, soutenant le regard de Tonnerre. Elle et Talon semblaient à la fois furieux et confus, comme s'ils ne savaient pas comment réagir à cette humaine qui avait osé monter sur son dos et qui gisait maintenant à sa merci. « Marie !» appela doucement Louis Beaumont depuis la barrière. « Peux-tu te lever ?» Lentement. Elle évalua rapidement son état. Rien ne semblait cassé, bien que chaque centimètre de son corps protestât douloureusement. « Je crois, » murmura-t-elle. « Alors, fais-le très doucement. »« Ne le quitte pas des yeux !» Marie commença à se redresser avec une lenteur délibérée, maintenant un contact visuel constant avec Tonnerre. Elle, étalon, frappa une fois le sol de son sabot, un avertissement clair. « Parle-lui !» suggéra Louis, « comme tu le faisais avant. » Sa gorge était sèche comme du papier de verre, mais Marie s'efforça de retrouver cette voix douce et assurée qui avait semblé apaiser l'animal. « C'est bon, Tonnerre, » dit-elle, surprise de constater que sa voix ne tremblait pas malgré la terreur qui lui nouait les entrailles. « Je ne t'en veux pas. Tu as eu peur, c'est normal. » Elle, étalon, secoua sa tête puissante, ses oreilles pivotant dans toutes les directions comme des radars cherchant à capter un danger invisible. Marie était maintenant à genoux, toujours en position vulnérable, mais au moins capable de réagir si Tonnerre chargeait. Elle continua à lui parler, avançant doucement une main vers lui. « Je sais que tu n'as pas confiance. Pourquoi le ferais-tu? Personne ne t'a jamais compris, n'est-ce pas ?» À la surprise générale, elle et Talon fit un pas vers elle, puis un autre. Marie ne bougea pas, sa main toujours tendue, sa voix maintenant un flot continu de paroles apaisantes. Quand Tonnerre fut assez près, il tendit son museau et renifla sa main offerte. Un silence de cathédrale régnait autour de l'enclos. Thomas et ses amis, Louis Beaumont et plusieurs invités et membres du personnel qui, étaient approchés en entendant la commotion, tous retenaient leur souffle devant ce spectacle incroyable.
Marie se leva enfin complètement, grimaçant de douleur mais déterminée à ne pas montrer de faiblesse devant Tonnerre. Lentement, presque respectueusement, elle tendit la main et caressa son museau velouté. « Et bon garçon !» murmura-t-elle. Ce fut comme si un sortilège avait été rompu. Des murmures stupéfaits se élevèrent autour de l'enclos, suivis d'applaudissements spontanés. « Nom de Dieu !» souffla Louis Beaumont. « En 30 ans de élevage, je n'ai jamais vu ça. » Marie n'entendait rien, son attention entièrement focalisée sur Tonnerre. Elle lui gratta doucement l'encolure, exactement à l'endroit où sa grand-mère lui avait appris que les chevaux aimaient être caressés. Elle, étalon, inclina légèrement la tête, comme pour faciliter son accès. « C'est extraordinaire !» entendit-elle quelqu'un dire. « Elle a fait une chute qui aurait dû la tuer, et maintenant on dirait qu'ils sont les meilleurs amis du monde. »« C'est plus que ça, » répondit Louis. « Regardez comment il la regarde. » « Il y a quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. » Marie continua à caresser Tonnerre pendant quelques minutes, établissant un lien qui semblait transcender la brève violence de leur rencontre. Puis, sentant que le moment était venu, elle se dirigea lentement vers la barrière, Tonnerre la suivant docilement comme un chien fidèle. Quand elle atteignit la sortie, elle se tourna une dernière fois vers l'étalon, lui murmura quelques mots d'adieu, puis se glissa hors de l'enclos. Ses jambes cédèrent presque sous elle dès qu'elle fut en sécurité, l'adrénaline commençant à se dissiper. Louis Beaumont la rattrapa par le bras, la soutenant fermement. Son visage exprimait un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Mademoiselle Dubois, vous venez de réussir ce que des professionnels ont tenté en vain pendant des mois. » Marie, encore sous le choc, ne trouva rien à répondre. Ce fut Thomas qui brisa le silence, son arrogance habituelle remplacée par une expression presque respectueuse. Les 5 minutes N étaient pas complètes, mais je pense que nous pouvons dire que tu as relevé le défi, dit-il en sortant une liasse de billets de la poche intérieure de sa veste. 2000 €, comme promis. Marie regarda l'argent sans faire un geste pour le prendre. Une vague de colère monta en elle, balayant le choc et la douleur. « C'est était stupide et dangereux, dit-elle d'une voix tremblante. J'aurais pu mourir, Tonnerre aurait pu se blesser. Mais ce n'est pas arrivé, intervint Maximilien. Au contraire, tu as fait quelque chose d'incroyable. Incroyable, répéta Marie, incrédule. Je vous trouvais incroyable de risquer la vie d'une personne pour vous divertir, de mettre en danger un animal magnifique pour prouver votre supériorité. Thomas eut au moins la décence de paraître embarrassé. Écoute, on a peut-être un peu dépassé les bornes. Un peu, coupa Louis Beaumont, son visage assombri par la colère. Thomas, je veux te voir dans mon bureau. Immédiatement. Il se tourna vers les autres. Quant à vous, je vous suggère de retourner à la réception avant que je ne décide d'appeler vos parents. Les jeunes gens éloignèrent rapidement, à l'exception de Sophie qui s'attarda, l'air contrit. « Je suis vraiment désolée, dit-elle à Marie. J'aurais dû les arrêter. » Marie hocha simplement la tête, trop épuisée pour répondre. Sophie rejoignit les autres après un dernier regard coupable. « Venez, mademoiselle Dubois, » dit Louis en la guidant doucement vers la maison principale. « Vous avez besoin de soins médicaux. »« Je dois retourner travailler, » protesta faiblement Marie, se souvenant soudain de son emploi. « Pascal va me tuer. »« Je m'occupe de Pascal, » assura Louis. « Votre travail pour aujourd'hui est terminé. » Il la conduisit jusque à une élégante bibliothèque où il l'installa dans un fauteuil en cuir profond avant d'appeler un médecin. Marie observa la pièce, se sentant complètement déplacée parmi les antiquités et les livres reliés en cuir qui représentaient probablement une fortune. « Comment avez-vous fait ?» demanda Louis en lui servant un verre d'eau. « Fait quoi ?»« Tonnerre !» Personne n'a jamais réussi à l'approcher comme vous l'avez fait, encore moins à le monter, même brièvement. Marie haussa les épaules, grimaçant à la douleur que ce simple geste provoqua. Je l'ai écouté. Écouté ? Louis haussa un sourcil.
Les chevaux vous disent toujours ce dont ils ont besoin, si vous prenez la peine d'écouter, expliqua Marie, répétant les mots que son grand-père lui avait inculqués. Tonnerre était effrayé, pas agressif. Il avait besoin qu'on lui montre qu'il pouvait faire confiance, pas qu'on essaie de le briser. Louis l'observa avec une curiosité nouvelle. « Où avez-vous appris tout ça ?»« Mon grand-père avait une petite ferme en Normandie, » répondit Marie, un léger sourire adoucissant son visage malgré la douleur. Il n'avait que 3 chevaux, mais il les comprenait mieux que quiconque. Il disait toujours que les chevaux sont comme des miroirs. Ils reflètent ce que vous leur montrez. Le médecin arriva peu après, examinant Marie avec une efficacité professionnelle. Par miracle, elle n'avait rien de cassé, seulement des contusions impressionnantes et une légère entorse à la cheville. « Vous avez eu une chance incroyable », conclut le médecin en rangeant son matériel. « Une chute pareille aurait pu être fatale », Marie acquiesça, sachant parfaitement à quel point elle avait frôlé la catastrophe. Quand le médecin fut parti, Louis reprit place en face d'elle, son regard pensif. « Mademoiselle Dubois, pardonnez ma curiosité, mais que fait une personne avec votre talent pour les chevaux comme serveuse dans une entreprise de traiteur ?» Marie hésita, embarrassée de parler de sa situation financière précaire à un homme dont le haras valait probablement plusieurs millions. « J'y économise pour mes études, » dit-elle finalement. « Je veux devenir vétérinaire, spécialisé dans les équidés. » Les yeux de Louis Beaumont s'illuminèrent à la mention des études vétérinaires. « Vraiment? C'est fascinant. À quel stade êtes-vous dans votre parcours ?» Marie baissa les yeux vers ses mains, gênée. « Je n'ai pas encore commencé. J'ai obtenu mon baccalauréat il y a 2 ans, mais les frais de scolarité sont élevés. J'y économise depuis, mais ce n'est pas facile. » Louis hocha pensivement la tête. Il semblait sur le point d'ajouter quelque chose quand la porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Thomas entra, visiblement agité, suivi de près par Pascal, le chef d'équipe du traiteur. « Mademoiselle Dubois !» s'exclama Pascal, son visage oscillant entre soulagement et irritation. « Vous avez disparu depuis presque 1 heure. » Les invités... Pascal interrompit Louis d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. « Mademoiselle Dubois a subi un accident sur notre propriété. Elle ne retournera pas au service ce soir. »« Un accident ?» répéta Pascal, jetant un regard suspicieux à Marie, puis à Thomas. « Oui, » confirma Louis. « Et je tiens à clarifier que cet incident s'est produit à cause d'une... disons, une plaisanterie de mauvais goût orchestrée par mon fils et ses amis. » Thomas se raidit, visiblement mal à l'aise sous le regard sévère de son père. « Je comprends, » dit Pascal, son attitude s'adoucissant instantanément. Bien sûr, sa santé passe avant tout, mais pour le service, le haras de Chantilly compensera généreusement cette perturbation, assura Louis. Et bien entendu, Mademoiselle Dubois sera payée pour l'intégralité de sa prestation. Pascal acquiesça rapidement, la mention d'une compensation généreuse ayant visiblement calmé ses inquiétudes professionnelles. Je vais m'organiser pour la remplacer. Reposez-vous bien, Marie. Une fois Pascal parti, un silence pesant s'installa dans la bibliothèque. Thomas restait près de la porte, évitant soigneusement le regard de Marie. « Thomas, dit finalement Louis, n'as-tu pas quelque chose à dire à Mademoiselle Dubois ?» Le jeune homme S éclaircit la gorge, manifestement peu habitué aux excuses. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé, » dit-il avec une raideur qui trahissait son embarras. « C'était irresponsable et dangereux. » Marie le regarda droit dans les yeux, cherchant une sincérité quelconque derrière ses paroles contraintes. À sa surprise, elle y trouva une lueur d'authentique remords. « Ce N n'était pas qu'irresponsable, » répondit-elle doucement. « C était cruel, pas seulement envers moi, mais aussi envers Tonnerre. Les animaux ne sont pas des jouets pour votre divertissement. » Thomas soutint son regard un moment avant de baisser les yeux. « Tu as raison, » admit-il, et cette fois sa voix semblait sincère. « Je n'avais jamais vu quelqu'un interagir avec un cheval comme tu l'as fait. C était impressionnant. » Marie ne s'attendait pas à cette concession.
Elle hocha simplement la tête, acceptant tacitement ses excuses, sans pour autant minimiser ce qu'il avait fait. « Tu peux disposer maintenant », dit Louis à son fils, « et je veux que tu contactes personnellement chacun de tes amis. Vous vous excuserez tous formellement par écrit auprès de mademoiselle Dubois. »« Oui, père », répondit Thomas avant de quitter la pièce, non sans jeter un dernier regard indéchiffrable à Marie. Une fois seul, Louis se tourna de nouveau vers elle, son expression plus détendue, mais toujours sérieuse. « Je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour le comportement de mon fils et de ses amis, dit-il. Ce qui s'est passé ce soir est inexcusable et je m'assurerai qu'il y ait des conséquences appropriées. Je vous remercie, répondit Marie, touchée par sa sincérité. Louis se leva et marcha jusqu'à une fenêtre donnant sur les écuries où l'on pouvait apercevoir la silhouette sombre de Tonnerre dans son enclos. « Savez-vous pourquoi j'ai acheté cet étalon malgré les avertissements sur son caractère impossible ?» demanda-t-il sans se retourner. Marie secoua la tête, puis réalisant qu'il ne pouvait pas la voir, répondit « Non, monsieur, parce que je pouvais voir dans ses yeux une intelligence extraordinaire », expliqua Louis. « Une âme, si vous voulez. Je savais qu'avec le bon dresseur, il pourrait devenir quelque chose d'exceptionnel. » Il se retourna pour la regarder. « Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ce dresseur serait une jeune serveuse de 19 ans. » Marie rougit sous le compliment. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste... » Elle chercha ses mots. « J'ai juste essayé de le comprendre plutôt que de le dominer. Et c'est précisément ce qui est extraordinaire, » affirma Louis en revenant s'asseoir face à elle. « Mademoiselle Dubois, Marie, j'ai une proposition à vous faire. » Marie se redressa légèrement, curieuse. Le haras de Chantilly emploie actuellement 4 vétérinaires spécialisés en équidés et 3 assistants vétérinaires, commença-t-il. Nous avons également un programme de stage rémunéré pour les étudiants en médecine vétérinaire. Le cœur de Marie se mit à battre plus fort. Était-il en train de suggérer ce qu'elle croyait ? Normalement, ces stages sont réservés aux étudiants déjà inscrits dans un cursus vétérinaire, poursuivit Louis. Mais je suis prêt à faire une exception dans votre cas. Monsieur Beaumont, Marie s'interrompit, submergée par l'émotion et l'incrédulité. Ce n'est pas tout, continua-t-il avec un petit sourire. Le haras de Chantilly dispose d'une fondation qui octroie chaque année plusieurs bourses d'études. Ces bourses couvrent l'intégralité des frais de scolarité pour des formations en rapport avec le monde équestre. Marie sentit sa gorge se nouer. « Vous m'offrez une bourse ? Je vous offre une opportunité, » corrigea Louis. « La bourse, vous l'avez déjà gagnée par votre talent naturel avec les chevaux. Quant au stage, il vous permettrait d'acquérir une expérience pratique inestimable tout en poursuivant vos études. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur les joues de Marie. Après des années de lutte, d'économie sou par sou, de double shift et de repas sautés, son rêve devenait soudain accessible. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites simplement oui, » suggéra Louis avec douceur. « Et promettez-moi une chose, que vous aiderez Tonnerre comme il vous a aidé. » Marie fronça les sourcils, perplexe. « Comme il m'a aidé. Mais c'est lui qui a failli me tuer. » Louis secoua la tête. « Non, Marie, c'est lui qui vous a épargné. N'importe quel autre cheval dans sa situation vous aurait piétiné après votre chute. Tonnerre a choisi de ne pas le faire. » Il fit une pause, la regardant intensément. « Il a vu quelque chose en vous, tout comme vous avez vu quelque chose en lui. » Ces paroles résonnèrent profondément en Marie. Elle repensa à ce moment surréaliste où elle était allongée au sol, vulnérable, et où Tonnerre S était arrêté, la regardant avec ce qui semblait être de la curiosité plutôt que de l'agressivité. « Oui, » dit-elle finalement, sa voix plus assurée malgré les larmes. « J'accepte votre offre, monsieur Beaumont. Et je vous promets de faire tout ce que je peux pour Tonnerre. » Louis sourit, visiblement satisfait. « Parfait.
Nous réglerons les détails demain. Pour l'instant, je vais vous faire raccompagner chez vous. Vous avez besoin de repos. » Alors que Marie s'apprêtait à partir, Louis ajouta « Oh, et n'oubliez pas ceci. » Il désigna l'enveloppe contenant les 2000 € que Thomas avait laissés sur une table basse. « Je ne peux pas accepter cet argent, » protesta Marie, « pas après votre générosité. Considérez-le comme des dommages et intérêts, » insista Louis, « ou comme un premier investissement dans votre future carrière. De toute façon, c'est l'argent de Thomas, pas le mien. » Marie hésita encore un instant, puis prit l'enveloppe. Après tout, ces 2000 € représentaient le prix de sa dignité, qu'elle avait été prête à sacrifier pour son avenir. Maintenant, il pourrait servir à autre chose, peut-être des livres ou un meilleur appartement plus proche de l'école vétérinaire. Une voiture la ramena chez elle cette nuit-là, une première pour la jeune femme habituée aux transports en commun. Dans son petit studio, sous les combles d'un immeuble ancien du 18e arrondissement, Marie s'assit sur son lit, encore vêtue de son uniforme de serveuse, maintenant froissé et taché. La journée avait commencé comme tant d'autres. Lever à l'aube, petit déjeuner frugal, transport en commun bondé, service anonyme parmi les riches et privilégiés. Et pourtant, elle s'achevait de façon si différente que Marie avait du mal à intégrer ce changement radical dans sa réalité. Elle sortit son téléphone et appela le seul numéro qu'elle avait envie de composer à cet instant. « Allô, mamie ?» dit-elle quand une voix endormie lui répondit. « Désolée de t'appeler si tard, mais quelque chose d'incroyable s'est passé aujourd'hui. » Pendant près d'1 heure, Marie raconta à sa grand-mère les événements surréalistes de la soirée. La voix de la vieille dame s'anima progressivement, passant de l'inquiétude à l'émerveillement. « Je te l'ai toujours dit, ma petite Marie, » dit sa grand-mère, l'émotion faisant trembler sa voix. « Tu as un don avec les animaux. Ton grand-père le voyait aussi. Il serait tellement fier de toi. » Ces mots firent monter de nouvelles larmes aux yeux de Marie. Son grand-père était décédé 3 ans plus tôt, juste avant qu'elle obtienne son baccalauréat. Était lui qui lui avait transmis son amour des chevaux, lui qui l'avait encouragé à poursuivre son rêve malgré les difficultés financières de la famille. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment, mamie, » murmura Marie. « J'ai l'impression que je vais me réveiller et découvrir que tout ceci n'était qu'un rêve. » « Ce n'est pas un rêve, ma chérie, » affirma sa grand-mère. « C'est la vie qui te rend enfin justice. Tu as travaillé si dur, tu mérites cette chance. » Après avoir raccroché, Marie se traîna jusqu'à la douche, laissant l'eau chaude apaiser ses muscles endoloris. Chaque mouvement lui rappelait sa chute spectaculaire et le danger mortel qu'elle avait frôlé. Pourtant, étrangement, elle ne ressentait pas de peur rétrospective, seulement une sorte de émerveillement tranquille. En se glissant dans son lit, épuisée mais l'esprit en ébullition, elle repensa au regard de Tonnerre. Ce haine n'était pas le regard d'une bête sauvage et incontrôlable, mais celui d'un être intelligent et profondément incompris. « On se ressemble un peu, toi et moi, » murmura-t-elle dans l'obscurité de son studio. « Bon, peut-être que c'est pour ça que tu m'as épargné. » Cette nuit-là, Marie s'endormit en souriant, son avenir soudain aussi lumineux que les étoiles qui brillaient au-dessus de Paris. Une semaine était écoulée depuis cette soirée qui avait bouleversé l'existence de Marie. Ce lundi matin, elle se tenait devant les imposantes grilles du haras de Chantilly, vêtue d'un jean propre et d'une chemise bleu ciel, la tenue la plus professionnelle qu'elle possédait. Ses doigts serraient nerveusement la bandoulière de son sac usé contenant son déjeuner et quelques affaires personnelles. « Vous pouvez le faire », se murmura-t-elle, reprenant inconsciemment les mêmes mots qu'elle s'était adressés 1 semaine plus tôt, dans des circonstances bien différentes. La semaine précédente avait été un tourbillon d'activités. Louis Beaumont avait tenu parole. 2 jours après l'incident, Marie avait reçu tous les documents relatifs à sa bourse d'études et à son stage. Elle avait démissionné de son emploi chez le traiteur, au grand désarroi de Pascal qui perdait une employée fiable.
Elle avait également visité l'École nationale vétérinaire d'Alfort, où une place l'attendait pour la rentrée de septembre, dans 3 mois. Et maintenant, elle se retrouvait là, sur le point de commencer son stage au prestigieux Haras de Chantilly. Un haras où, jusqu'à récemment, elle n'avait été qu'une serveuse anonyme. Mademoiselle Dubois l'appela une voix depuis l'entrée principale. C était Pierre, le palefrenier qui avait refusé de participer au défi insensé de Thomas. Il lui fit signe d'approcher, un sourire bienveillant sur son visage buriné. « Bonjour Pierre », répondit Marie en avançant vers lui. « On m'a chargé de vous accueillir et de vous faire visiter les installations », expliqua-t-il, en lui serrant chaleureusement la main. « Le docteur Moreau vous rejoindra ensuite pour commencer votre formation. » Marie suivit Pierre à travers le domaine, absorbant chaque détail avec des yeux nouveaux. Ce qui n'était auparavant qu'un lieu de travail intimidant se transformait maintenant en un espace d'apprentissage et d'opportunité. Pierre lui montra les écuries principales, la sellerie, les paddocks d'entraînement, l'infirmerie équine ultramoderne, et enfin le bureau qu'elle partagerait avec les autres assistants vétérinaires. « Et comment va notre star ?» demanda Marie, alors qu'il passait près de l'enclos isolé où Tonnerre se tenait, majestueusement immobile sous le soleil matinal. « Toujours aussi imprévisible, » répondit Pierre avec un petit rire. « Mais depuis votre, disons, rencontre, il semble plus calme. » Monsieur Beaumont a donné des instructions strictes. Personne ne doit essayer de le monter ou même entrer dans son enclos sans sa permission explicite. Marie s'approcha de la barrière. Dès qu'il l'aperçut, Tonnerre dressa les oreilles et s'avança dans sa direction d'un pas presque empressé. « Il vous a reconnu », constata Pierre, stupéfait. « C'est extraordinaire !» Marie tendit la main par-dessus la barrière et l'étalon vint frotter son museau contre sa paume, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Bonjour, toi », murmura-t-elle. « Tu m'as manqué. Vous avez vraiment un don », dit une voix masculine derrière eux. Marie se retourna pour découvrir un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard vif derrière des lunettes rectangulaires. « Docteur Moreau », le salua Pierre, « je vous présente Marie Dubois, notre nouvelle stagiaire. »« J'ai beaucoup entendu parler de vous, » dit le vétérinaire en lui tendant la main. « Louis m'a raconté votre exploit avec Tonnerre. J'avoue que j'y étais sceptique jusqu'à ce que je voie cette scène à l'instant. » Marie serra sa main, intimidée mais déterminée à faire bonne impression. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, docteur. J'ai juste... écouté. » « Elle écoute est la qualité la plus précieuse chez un vétérinaire, » affirma Moreau avec un sourire approbateur. « Surtout quand nos patients ne peuvent pas nous dire ce qui ne va pas. » Pierre les quitta pour retourner à ses tâches et le docteur Moreau emmena Marie vers l'infirmerie équine. En chemin, ils croisèrent Thomas Beaumont qui sortait du manège principal. Marie se raidit instinctivement. Thomas hésita, puis s'approcha d'eux. « Bonjour, docteur Moreau, » dit-il avant de se tourner vers Marie. « Bonjour, Marie. Premier jour ?» « Oui, » répondit-elle simplement, surprise par son ton dépourvu d'arrogance. « Je voulais encore m'excuser pour ce qui s'est passé, » dit-il, visiblement mal à l'aise. « J'espère que tu te plairas ici. » Avant qu'elle puisse répondre, il hocha la tête et s'éloigna rapidement. Le fils Beaumont semble avoir appris une leçon d'humilité, commenta Moreau avec un petit sourire. C'est probablement la première fois que je le vois s'excuser pour quoi que ce soit. La matinée passa en un éclair. Le docteur Moreau lui expliqua les bases du fonctionnement de l'infirmerie, les protocoles de soins et lui présenta l'équipe vétérinaire. Marie buvait chaque information, posait des questions pertinentes et montrait un enthousiasme qui impressionna visiblement son mentor. À midi, alors qu'il prenait une pause déjeuner, Moreau lui annonça « Louis souhaite que vous travailliez spécifiquement avec Tonnerre. Êtes-vous d'accord ?» Marie faillit s'étouffer avec son sandwich. « Moi ? Mais je n'ai aucune expérience en dressage. »
Ce n'est pas du dressage qu'il attend de vous, précisa Moreau. C'est cette connexion unique que vous avez établie. Il pense que vous pourriez aider Tonnerre à surmonter ses traumatismes passés. Ces traumatismes? Moreau hocha gravement la tête. Louis a fait des recherches sur son passé. Il s'avère que Tonnerre a été maltraité par ses précédents propriétaires. Des méthodes de dressage brutales, probablement. C'est pourquoi il réagit si violemment quand on essaie de le monter. Le cœur de Marie se serra. « Le pauvre », murmura-t-elle. « Ça explique beaucoup de choses. Louis pense que votre approche douce pourrait être exactement ce dont il a besoin. Bien sûr, vous serez supervisé et cela ne prendra qu'une partie de votre temps. Le reste sera consacré à votre formation d'assistante vétérinaire. » Marie réfléchit un instant. L'idée de travailler étroitement avec Tonnerre l'enthousiasmait et l'effrayait à la fois. « J'accepte », dit-elle finalement. L'après-midi, Marie fut présentée à Isabelle Lefebvre, la responsable des soins aux chevaux, qui serait chargée de superviser son travail avec Tonnerre. « Je suis ravie de collaborer avec vous », dit Isabelle, une femme élégante d'une 50aine d'années, au chignon impeccable. « Ce que vous avez fait avec Tonnerre est remarquable. J'espère que nous pourrons construire sur cette base. » Ensemble, elles élaborèrent un plan d'approche progressive. D'abord établir une routine de contact quotidien, puis introduire des éléments de soins basiques et seulement ensuite envisager un travail au sol. « Un bella monte ?» demanda Marie. « Ce n'est pas l'objectif immédiat, » répondit Isabelle. « L'important est d'abord de gagner complètement sa confiance. Si un jour il accepte de être monté, ce sera son choix, pas le nôtre. » Cette philosophie résonnait profondément en Marie. Était exactement ce que son grand-père lui avait enseigné. Respecter le cheval comme un partenaire, pas comme un subordonné. À la fin de cette première journée, épuisée mais euphorique, Marie retourna voir Tonnerre une dernière fois. Elle, l'étalon, vint immédiatement à sa rencontre, hennissant doucement comme pour la saluer. « On dirait que toi et moi, on va passer beaucoup de temps ensemble, » lui dit-elle en caressant son encolure. « J'espère que ça te convient. » Pour toute réponse, Tonnerre appuya délicatement sa tête contre son épaule dans un geste qui ressemblait étrangement à une étreinte. En quittant le haras ce soir-là, Marie sentit que quelque chose avait définitivement changé en elle. Ce haine n'était plus seulement un rêve qui se réalisait, était une vocation qui se confirmait. Les semaines passèrent avec une rapidité surprenante. Juillet s'écoula sous un soleil radieux, transformant les prairies du haras de Chantilly en tapis d'or. Marie avait trouvé son rythme, partageant ses journées entre l'assistance au docteur Moreau et ses sessions avec Tonnerre. Chaque matin, elle arrivait 1 heure avant le début officiel de son stage pour passer du temps avec l'étalon. Ces moments, avant que le haras ne s'anime complètement, étaient devenus sacrés pour elle. Elle apportait toujours une pomme ou une carotte, mais Tonnerre semblait plus apprécier sa présence que les friandises. « C'est remarquable », commenta Isabelle un matin, observant Marie qui brossait tranquillement Tonnerre dans son enclos. « En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu un cheval traumatisé récupérer si rapidement. » Marie sourit, continuant à passer la brosse sur la robe luisante de Elle étalon. Il avait juste besoin qu'on lui laisse le temps de faire confiance à nouveau. Leur routine S était établie naturellement. D'abord le brossage, puis une promenade en main dans un petit paddock adjacent, et enfin quelques exercices de base. S'arrêter, tourner, reculer, toujours avec douceur, toujours avec patience. Tonnerre n'avait pas été monté depuis l'incident. Marie et Isabelle avaient la convenue qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Pourtant, Marie sentait que l'étalon était prêt pour une nouvelle étape. Un matin, alors qu'ils étaient seuls dans le paddock, elle s'approcha de son flanc et posa doucement sa main sur son dos. « Qu'en penses-tu, mon beau ?» murmura-t-elle. « Est-ce qu'un jour tu me laisseras monter à nouveau ?» Comme s'il comprenait parfaitement sa question, Tonnerre tourna la tête vers elle.
la fixant de ses yeux profonds. Puis, à la surprise de Marie, il fléchit légèrement les genoux, abaissant son dos dans une invitation claire. Le cœur battant, Marie hésita. Était une opportunité. Mais était-ce prudent? Personne n'était là pour l'aider si les choses tournaient mal. Et pourtant, d'accord, chuchota-t-elle, faisons-le, juste toi et moi. Sans selle ni bride, elle s'agrippa à la crinière noire et, d'un mouvement souple, se hissa sur le dos de Tonnerre. L'étalon resta parfaitement immobile, comme conscient de l'importance du moment. « C'est bien, mon beau », le félicita-t-elle, caressant son encolure. « Maintenant, si tu veux marcher, c'est quand tu veux. » Tonnerre fit quelques pas hésitants, s'ajustant au poids sur son dos. Puis, prenant confiance, il entama un tour de paddock au pas, docile et attentif aux légers déplacements de poids par lesquels Marie le guidait. Ce moment d'harmonie parfaite fut interrompu par une exclamation stupéfaite. « Marie !» Elle tourna la tête pour voir Thomas Beaumont, debout près de la barrière, les yeux écarquillés. « Descends de là immédiatement !» ordonna-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « C'est dangereux !» « Tout va bien, répondit-elle calmement, sentant Tonnerre se tendre sous elle. « Il m'a invité. »« Invité ?» répéta Thomas, incrédule. « C'est un cheval, pas un hôte de réception. » Malgré l'absurdité de la situation, Marie ne put s'empêcher de sourire. « Les chevaux communiquent à leur manière. Tonnerre m'a fait comprendre qu'il était prêt. » Thomas secoua la tête, mais n'insista pas. Il resta là, observant avec une fascination évidente, tandis que Marie continuait à guider Tonnerre autour du paddock, maintenant au petit trot. Quand elle mit finalement pied à terre, Thomas s'approcha, une expression nouvelle sur son visage, quelque chose qui ressemblait à du respect. « C'était impressionnant, admit-il. Mon père avait raison à ton sujet. » « À quel propos ?» demanda Marie, intriguée par ce changement d'attitude. « Il dit que tu as un don, que tu vois les chevaux d'une façon que la plupart des gens ne comprennent pas. » Thomas hésita. « Oui, compris-moi. » Cette confession surprenante laissa Marie momentanément sans voix. Le Thomas arrogant qu'elle avait rencontré lors du mariage semblait avoir disparu, remplacé par un jeune homme plus réfléchi, plus humble. « Ce n'est pas un don mystérieux, » expliqua-t-elle finalement. « C'est juste de l'empathie et de la patience. N'importe qui peut l'apprendre. »« Tu crois ?» demanda-t-il, et pour la première fois, Marie entendit une vulnérabilité sincère dans sa voix. « Bien sûr. Tu veux essayer ?» Thomas parut pris au dépourvu. « Essayer quoi ?»« De communiquer avec Tonnerre, à ta manière. » Il jeta un regard nerveux à l'étalon. « Il me déteste probablement. »« Les chevaux ne détestent pas, » corrigea Marie. « Ils réagissent. »« Si tu changes ton approche, sa réaction changera aussi. » Après un moment d'hésitation, Thomas acquiesça. « D'accord, montre-moi. » Ce fut le début d'une transformation inattendue. 3 fois par semaine, Marie consacrait 1 heure à enseigner à Thomas une nouvelle façon d'interagir avec les chevaux. Au début maladroit et impatient, il apprit progressivement à ralentir, à observer, à écouter. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient ensemble dans le grand manège, Louis Beaumont les observait discrètement depuis les gradins. Marie l'aperçut, mais fit semblant de ne pas le remarquer, concentrée sur Thomas qui essayait de faire exécuter un cercle parfait à Tonnerre en longe. « Moins de pression sur la longe, » suggéra-t-elle. « Laisse-lui le choix de te suivre. »« S'il a le choix, pourquoi me suivrait-il » demanda Thomas, perplexe. « Parce que tu lui as montré que te suivre est une expérience positive, » expliqua Marie. « Les chevaux, comme les humains, répètent les comportements qui leur apportent du bien-être. » Thomas essaya à nouveau, relâchant la tension sur la longe et adoptant une posture plus détendue. Tonnerre, sentant le changement, s'engagea volontairement dans le cercle demandé. « C'est ça !» s'exclama Marie. « Tu vois ?» Il te répond.
Le visage de Thomas s'illumina d'une joie presque enfantine, une expression que Marie n'aurait jamais cru voir chez ce jeune homme privilégié qu'elle avait d'abord jugé superficiel et cruel. Plus tard, alors que Marie rangeait le matériel dans la sellerie, Louis Beaumont vint la trouver. « Je vous dois des remerciements », dit-il sans préambule. « Ou pourquoi donc, monsieur ? » « Pour mon fils, » répondit Louis, son regard se perdant vers le manège où Thomas s'occupait maintenant de Tonnerre. « Vous avez accompli en quelques semaines ce que des années d'éducation stricte n'ont pas réussi à faire. »« Je n'ai rien fait de spécial, » protesta Marie. Thomas avait juste besoin de découvrir l'empathie. Les chevaux sont d'excellents professeurs en la matière. Louis sourit. « Et vous êtes trop modeste, mademoiselle Dubois. Mais sachez que ce que vous avez apporté à ce haras dépasse largement vos fonctions de stagiaire. » Cette reconnaissance, venant d'un homme aussi respecté dans le monde équestre, toucha Marie plus qu'elle ne voulut l'admettre. Pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle avait trouvé sa place, non pas comme une intruse dans un monde privilégié, mais comme quelqu'un qui avait réellement quelque chose de valeur à offrir. Août s'installa sur Chantilly, apportant avec lui une chaleur écrasante qui ralentissait le rythme du haras. Les entraînements se déroulaient désormais aux premières heures du matin ou en soirée, quand les températures devenaient supportables pour les chevaux. Marie avait pleinement intégré l'équipe, gagnant le respect de ses collègues par son travail acharné et son talent naturel. Un matin particulièrement étouffant, alors que Marie procédait à l'examen de routine de Tonnerre, le docteur Moreau l'approcha avec une expression inhabituellement grave. « Marie, puis-je vous parler un instant ?» Elle hocha la tête, terminant rapidement sa vérification des membres de L étalon avant de rejoindre le vétérinaire qui l'attendait à l'ombre d'un grand chêne. « J'ai une nouvelle qui pourrait vous intéresser, » commença-t-il, l'observant attentivement. Le concours international de dressage de Deauville a lieu dans 3 semaines. C'est l'un des événements les plus prestigieux du circuit équestre français. Oui, j'en ai entendu parler, répondit Marie, se demandant où il voulait en venir. Louis pense que vous devriez y participer avec Tonnerre. Marie le fixa, abasourdi. Pardon? Mais c'est impossible. Tonnerre n'est pas prêt pour une compétition, surtout pas à ce niveau. Et je ne suis pas une dresseuse professionnelle, je suis à peine une stagiaire vétérinaire qui a réussi à dresser un cheval que les meilleurs professionnels avaient abandonné, compléta Moreau avec un sourire encourageant. Louis a assisté à vos sessions matinales avec Tonnerre. Il est impressionné par les progrès que vous avez faits ensemble. Marie secoua la tête, incrédule. Nous avons à peine commencé le travail de figure. Tonnerre n'a jamais été en compétition. Il n'a même jamais quitté le haras depuis son arrivée ici. Le stress d'un tel événement pourrait détruire tout le travail que vous avez accompli, acquiesça Moreau. C'est exactement ce que j'ai dit à Louis, mais il est convaincu que vous êtes prêtes, tous les deux. Et qu'en pense Isabelle? Demanda Marie, cherchant un allié rationnel. Elle est prudente. Mais elle reconnaît également que le lien que vous avez établi avec Tonnerre est exceptionnel. Marie regarda vers l'enclos où elle, étalon, les observait attentivement, comme s'ils suivaient leur conversation. Ces dernières semaines avaient effectivement été transformatives. Tonnerre acceptait maintenant d'être monté régulièrement, exécutait des figures de base avec une précision croissante et semblait même prendre plaisir à leur travail ensemble. Mais une compétition internationale, face aux meilleurs cavaliers et aux chevaux les plus expérimentés de France et d'Europe, l'idée semblait absurde, presque délirante. « Je ne comprends pas pourquoi M. Beaumont insiste tant, » dit-elle finalement. « Qu'a-t-il à gagner en nous envoyant à un concours pour lequel nous ne sommes manifestement pas prêts ?» Le docteur Moreau hésita avant de répondre, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Ce n'est pas à moi de révéler les motivations de Louis. Peut-être devriez-vous lui poser la question directement. » Cette réponse évasive ne fit qu'attiser la curiosité et l'inquiétude de Marie.
Elle passa le reste de la matinée distraite, son esprit oscillant entre l'excitation à l'idée de participer à un tel événement et la terreur de l'échec. À midi, alors qu'elle prenait sa pause déjeuner à l'ombre des écuries, Thomas vint s'asseoir à côté d'elle, une expression indéchiffrable sur le visage. « Alors, tu as entendu la nouvelle ?» demanda-t-il sans préambule. « À propos du concours de Deauville ? Oui, ton père a perdu la raison. » Thomas éclata d'un rire bref. « C'est exactement ce que j'ai pensé, mais j'ai appris à ne pas sous-estimer ses intuitions. S'il pense que vous êtes prêt, il a probablement ses raisons. » Marie haussa les épaules, mordant distraitement dans son sandwich. « Quelles que soient ses raisons, c'est de la folie. Je ne suis pas une cavalière de compétition, et Tonnerre n'est pas un cheval ordinaire, » termina Thomas. « C'est précisément pourquoi mon père veut que vous y participiez. » Marie se tourna vers lui, intriguée par son ton. « Mais qu'est-ce que tu sais que j'ignore ?» Thomas sembla soudain mal à l'aise. « Ce n'est pas vraiment à moi de... »« Oh, pas toi aussi !» s'exclama Marie, exaspérée. « Le docteur Moreau m'a servi exactement la même excuse. Si votre père veut que je risque ma réputation naissante et le bien-être psychologique de Tonnerre, j'ai le droit de savoir pourquoi. » Thomas resta silencieux un moment, puis soupira. « D'accord. Mais promets-moi que cette conversation restera entre nous. » Marie acquiesça, soudain inquiète. « Le précédent propriétaire de Tonnerre, le cheikh Al-Farsi, sera présent au concours de Deauville, » expliqua Thomas à voix basse. « C'est un homme extrêmement influent dans le monde équestre et un concurrent redoutable. Et alors, mon père veut lui montrer ce que Tonnerre est devenu sous nos soins, pour, disons, rétablir une certaine vérité. » Marie fronça les sourcils. « Quelle vérité ? Quand mon père a acheté Tonnerre, il ne savait pas que les talons avaient été maltraités. Le cheikh avait présenté son caractère impossible comme un simple défaut de tempérament. C'est seulement après, grâce aux recherches de notre vétérinaire et aux témoignages d'anciens palefreniers du Cher, que nous avons découvert la vérité. Alors c'est une question de... vengeance, demanda Marie, de plus en plus perplexe. Non, répondit fermement Thomas. C'est une question de justice. Le Cher continue de vendre des chevaux dressés avec ses méthodes brutales. Si Tonnerre, le cheval qu'il a déclaré publiquement irrécupérable, apparaît dans une compétition internationale dressée avec des méthodes humaines et respectueuses, ce serait un coup dur pour sa réputation, compléta Marie, commençant à comprendre. Et peut-être une prise de conscience pour les acheteurs potentiels. Thomas hocha la tête. Exactement. Mon père ne l'admettrait jamais, mais il se sent coupable de ne pas avoir vu les signes de maltraitance plus tôt. Il veut réparer cette injustice, non seulement pour Tonnerre, mais pour tous les chevaux qui souffrent encore sous le joug de dresseurs sans scrupules. Cette révélation donna à Marie beaucoup à réfléchir. D'un côté, elle comprenait et admirait même la motivation de Louis Beaumont. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si le bien-être de Tonnerre était vraiment la priorité dans cette affaire. « J'ai besoin de parler à ton père », décida-t-elle finalement. « Il t'attend dans son bureau à 14 heures, répondit Thomas avec un petit sourire. « Il savait que tu voudrais des explications. » À l'heure dite, Marie frappa à la porte du bureau de Louis Beaumont, le cœur battant d'appréhension. Elle n'avait jamais remis en question les décisions de son employeur auparavant, mais cette fois, l'enjeu lui semblait trop important pour rester silencieuse. « Entrez !» appela la voix grave de Louis. Le bureau était une pièce impressionnante, avec des murs tapissés de livres anciens sur équitation et élevage, et des fenêtres donnant sur les prairies où paissaient les juments et leurs poulains. Louis se tenait debout près d'une de ces fenêtres, contemplant son domaine avec une expression pensive. « Ah, Marie !» dit-il en se tournant vers elle. « Je suppose que vous venez discuter de ma proposition concernant Deauville. Ce n'est pas vraiment une proposition, n'est-ce pas ?» répondit-elle avec plus d'audace qu'elle n'en ressentait réellement.
Vous semblez avoir déjà tout décidé. Louis sourit légèrement. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons beaucoup à discuter. Marie prit place dans un fauteuil en cuir face au bureau massif en chêne, tandis que Louis retournait à son propre siège. Thomas vous a parlé du cher Al-Farsi, je présume, commença-t-il sans préambule. Marie hésita, ne voulant pas mettre Thomas dans l'embarras. Ne vous inquiétez pas, la rassura Louis. Je lui ai dit qu'il pouvait vous en parler. Je préfère que vous compreniez pleinement les enjeux avant de prendre votre décision. Ma décision, répéta Marie, surprise. Je croyais que vous aviez déjà décidé pour moi. Absolument pas, affirma Louis avec fermeté. Je ne forcerai jamais un cavalier à participer à une compétition contre son gré, et certainement pas avec un cheval aussi précieux que Tonnerre. Ce que j'ai fait, c'est vous inscrire provisoirement pour garder l'option ouverte. Cette clarification apaisa légèrement Marie. « Oh, monsieur Beaumont, je comprends vos motivations concernant le cher et je les respecte. Mais ma préoccupation principale est le bien-être de Tonnerre. Je ne suis pas convaincu qu'il soit prêt pour une telle épreuve. » Louis l'observa attentivement. « Et qu'en pensez-vous intuitivement, Marie? Pas en tant que stagiaire inquiète, mais en tant que personne qui connaît Tonnerre mieux que quiconque actuellement. » Est-il prêt? Cette question la prit au dépourvu. Elle ferma les yeux un instant, évoquant mentalement les progrès de Tonnerre, sa confiance croissante, la communication presque télépathique qui s'était établie entre eux. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « Certains jours, je pense qu'il pourrait accomplir n'importe quoi. D'autres jours, je crains qu'un simple bruit fort ne déclenche ces vieux démons. » Louis hocha la tête, comprenant. « C'est précisément pourquoi la décision finale vous appartient. Vous êtes la seule à pouvoir vraiment évaluer sa préparation psychologique. » Il se leva et se dirigea vers une vitrine où étaient exposés divers trophées et médailles. « Savez-vous ce qu'est véritablement le dressage, Marie? C'est l'art de faire exécuter au cheval des figures précises en réponse à des aides presque imperceptibles du cavalier. » récita-t-elle, se rappelant ses lectures. « C'est la définition technique, » concéda Louis, « mais dans son essence la plus pure, le dressage est une conversation, un dialogue entre deux êtres qui se comprennent si parfaitement qu'ils peuvent danser ensemble en harmonie totale. » Il se tourna vers elle. « Ce que vous avez avec Tonnerre, c'est exactement cela. » Une conversation que personne d'autre n'a réussi à établir avec lui. Marie sentit sa résistance faiblir face à cette description qui résonnait profondément en elle. « Je ne vous demande pas de gagner, » poursuivit Louis. « Je vous demande simplement de montrer au monde ce qu'est une véritable relation de confiance entre un humain et un cheval. De prouver qu'il existe une alternative à la domination et à la force. » Le silence s'installa dans le bureau, seulement troublé par le tic-tac régulier de la pendule ancienne. Marie réfléchissait intensément, pesant les risques contre les bénéfices potentiels, non seulement pour elle-même et Tonnerre, mais pour tous les chevaux qui pourraient être affectés par cette démonstration publique. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Pour réfléchir, et surtout pour préparer Tonnerre correctement si je décide d'accepter. » Louis sourit, visiblement satisfait. « Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour me donner votre réponse. Et si vous acceptez, Isabelle et moi vous aiderons à élaborer un programme d'entraînement intensif, mais respectueux, pour les 2 semaines restantes. » Marie se leva, encore indécise, mais étrangement stimulée par ce défi inattendu. Avant de quitter le bureau, elle se tourna une dernière fois vers Louis. « Une question, monsieur. Pourquoi moi? Vous auriez pu engager un cavalier professionnel pour Tonnerre une fois qu'il était apaisé ?» Louis la regarda droit dans les yeux. « Parce que, Marie Dubois, vous êtes la preuve vivante que le talent n'est pas une question de privilège ou d'argent. Et cette leçon vaut autant pour le cher Al-Farsi que pour mon fils. Ou pour vous-même, je vais le faire. » Ces 4 mots, prononcés par Marie 2 jours après sa conversation avec Louis Beaumont,
mirent en branle une machine bien huilée. Dès l'instant où elle donna son accord, le haras tout entier sembla se mobiliser autour de sa préparation pour le concours international de Deauville. Isabelle Lefebvre élabora un programme d'entraînement intensif mais progressif, conçu pour préparer Tonnerre sans le brusquer. Le docteur Moreau établit un régime alimentaire spécial pour l'étalon, maximisant son énergie et sa concentration. Pierre et les autres palefreniers veillèrent à ce que son box soit impeccable et son équipement parfaitement entretenu. Quant à Marie, elle fut soudain propulsée du statut de simple stagiaire à celui de représentante officielle du haras de Chantilly. Ce changement s'accompagnait d'une pression qu'elle n'avait pas anticipée. « Tu dois comprendre que tous les regards seront braqués sur toi », lui expliqua Thomas un matin, alors qu'ils observaient Tonnerre S ébattre dans le paddock. « Le monde équestre est petit et les rumeurs vont vite. Tout le monde sait déjà qu'une inconnue va monter les talons impossibles du Cheikh Al-Farsi. » Marie déglutit difficilement. « Merci pour ce rappel réconfortant. Ce n'est pas pour te stresser, » précisa Thomas avec un sourire encourageant, « mais pour te préparer. Tu vas affronter non seulement le stress de la compétition, mais aussi les préjugés de personnes qui passent leur vie dans ce milieu. Des personnes comme toi et tes amis, tu veux dire ?» répliqua Marie, plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Thomas encaissa le coup sans broncher. « Exactement comme nous. » Arrogant, privilégié, persuadé que notre argent nous donne tous les droits, il marqua une pause. « Mais tu nous as déjà prouvé que nous avions tort. Tu peux le faire à nouveau. » Cette conversation marqua un tournant dans la relation entre Marie et Thomas. Le jeune homme, qui avait d'abord incarné tout ce qu'elle méprisait dans l'élite équestre, devint progressivement son allié le plus fidèle dans cette aventure improbable. Chaque matin, ils travaillaient ensemble dans le grand manège, Thomas jouant le rôle de juge, critiquant constructivement ses figures, l'aidant à peaufiner sa technique. L'après-midi, Marie s'entraînait sous la supervision d'Isabelle, perfectionnant le programme qu'elles avaient élaboré ensemble, une chorégraphie qui mettait en valeur les points forts de Tonnerre tout en dissimulant habilement ses faiblesses. Le secret d'une bonne présentation en dressage, lui enseigna Isabelle, n'est pas de tenter l'impossible, mais d'exécuter parfaitement ce que l'on maîtrise déjà. Marie absorba chaque conseil, chaque critique, chaque suggestion, avec une soif d'apprendre qui impressionnait ses mentors. Les longues heures d'entraînement laissaient son corps endolori et son esprit épuisé, mais elle ne se plaignait jamais. Une semaine avant le concours, Louis Beaumont organisa une répétition générale dans les conditions réelles de compétition. Le grand manège fut décoré aux couleurs de Deauville. Un jury composé de professionnels du haras fut installé et même une petite foule d'employés et d'invités prit place dans les gradins pour simuler la pression du public. Marie enfila pour la première fois la tenue officielle du haras, une veste de concours bleu marine avec l'emblème doré de Chantilly, une chemise blanche immaculée, des culottes d'équitation beige et des bottes noires parfaitement cirées. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré sous son casque. En se regardant dans le miroir du vestiaire, elle eut du mal à reconnaître la serveuse anonyme qu'elle avait été quelques mois plus tôt. « Prête ?» demanda Isabelle en entrant dans le vestiaire. « Aussi prête que possible », répondit Marie, trahissant néanmoins sa nervosité en ajustant inutilement sa veste. « Tu as travaillé dur », la rassura Isabelle en posant une main sur son épaule. « Maintenant, fais confiance à Tonnerre et surtout, fais-toi confiance. » Marie hocha la tête, reconnaissante pour ses paroles d'encouragement. Elle rejoignit l'écurie où Tonnerre l'attendait, déjà scellée et brossée jusqu'à ce que sa robe noire brille comme de l'onyx poli. Elle et Talon semblaient sentir l'importance de l'occasion, se tenant plus droit, plus fiers que d'habitude. « On y va, mon beau », murmura-t-elle, en le guidant vers le manège. L'entrée dans l'arène fut un moment de vérité. Malgré tous leurs progrès,
Marie craignait toujours que Tonnerre ne se laisse submerger par le stress de cette situation nouvelle. Les décorations colorées, la musique, les spectateurs. Mais elle et Talon resta remarquablement calme, son attention entièrement focalisée sur elle, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils exécutèrent leur programme avec une grâce et une précision qui arrachèrent des murmures admiratifs à l'assistance. Pas parfait, quelques transitions manquaient de fluidité, une pirouette fut légèrement décentrée, mais infiniment mieux que ce que quiconque aurait pu espérer quelques semaines auparavant. Quand ils achevèrent leur présentation par un arrêt impeccable au centre du manège, un silence respectueux s'installa, rapidement suivi d'applaudissements enthousiastes. Marie, le visage rayonnant, se pencha pour caresser l'encolure de Tonnerre, murmurant des félicitations à son oreille. Le jury, composé du docteur Moreau, d'un ancien juge international à la retraite et d'un dresseur renommé ami de Louis, attribua des notes qui auraient placé le couple en milieu de tableau dans une compétition professionnelle. Un exploit remarquable considérant leurs circonstances. « C'était magnifique », déclara Louis en les rejoignant après la délibération. « Vous avez dépassé toutes mes attentes. » Mais au moment où Marie démontait, fière et soulagée, un imprévu vint assombrir ce moment de triomphe. La porte du manège s'ouvrit brusquement, laissant entrer Sophie Delacroix, l'amie de Thomas qui avait montré de la compassion lors de l'incident initial. « Thomas !» appela-t-elle, son visage trahissant une inquiétude évidente. « Il faut que tu vois ça !» Elle tendit son téléphone portable. Thomas le prit, son expression passant rapidement de la curiosité à la colère. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Marie, confiant Tonnerre à un palefrenier pour le ramener à elle, écurie. Thomas lui passa silencieusement le téléphone. Sur l'écran s'affichait un article de blog équestre influent, titré « Scandale à Chantilly, une serveuse pour dompter l'indomptable ». L'article, accompagné d'une photo floue de Marie travaillant avec Tonnerre, détaillait avec un mélange de moquerie et d'indignation l'histoire d'une serveuse sans expérience, engagée pour que redorer le blason d'un haras en déclin. Il mentionnait l'incident lors du mariage, qualifié de farce dangereuse, et insinuait que la participation au concours de Deauville N était qu'un coup publicitaire désespéré orchestré par Louis Beaumont. « Comment ont-ils su ?» murmura Marie, sentant son estomac se nouer. « Qui a pu ?» Son regard croisa celui de Thomas, puis celui de Sophie, et une soudaine compréhension la frappa. « C'était l'un de vous, dit-elle, sa voix à peine audible. « L'un de vos amis ?» Thomas secoua vigoureusement la tête. « Non, Marie, je te jure que... Victoire, interrompit Sophie, les yeux baissés. Elle était furieuse que tu aies reçu tant d'attention. Elle a contacté ce blogueur la semaine dernière. » Un silence lourd s'abattit sur le groupe. Louis Beaumont, qui avait rejoint le cercle et lu l'article par-dessus l'épaule de Marie, poussa un profond soupir. « Je suppose que ces jets étaient inévitables, dit-il finalement. Notre monde n'aime pas les outsiders qui bousculent ses traditions. » Marie lui rendit le téléphone, une détermination nouvelle remplaçant progressivement le choc initial. « Est-ce que ça change quelque chose pour le concours ?»« Ça dépend, » répondit Louis. « Est-ce que ça change quelque chose pour vous ?» Marie réfléchit un instant. Bien sûr, l'article la blessait. Voir son parcours réduit à une farce et son talent qualifié de coup publicitaire était profondément injuste. Mais en même temps, non, décida-t-elle fermement. Ça ne change rien. Au contraire, ça me donne une raison supplémentaire de réussir. Un sourire approbateur se dessina sur le visage de Louis. C'est exactement ce que j'espérais entendre. Thomas s'approcha, l'air contrit. Je suis vraiment désolé, Marie. Je vais parler à Victoire, lui faire comprendre. Ne t'inquiète pas, l'interrompit-elle. Ce n'est pas ta faute. Et puis, d'une certaine façon, c'est la vérité, non ? Je suis bien une serveuse sans expérience formelle en dressage. Tu es bien plus que ça, affirma Thomas avec une conviction qui la surprit.
et tu vas le prouver à Deauville. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs finaux. L'article avait créé un buzz inattendu autour de leur participation. Des journalistes contactèrent le Haras pour obtenir des interviews, que Louis refusa poliment mais fermement, préférant laisser leur performance parler d'elle-même. La veille du départ pour Deauville, Marie passa une dernière soirée tranquille avec Tonnerre. Assise sur un ballot de paille dans son box, elle lui parlait doucement, lui expliquant l'aventure qui les attendait. « Et ce sera différent de tout ce que nous avons connu jusqu'ici », murmura-t-elle, tandis que elle et Talon appuyaient affectueusement sa tête contre son épaule. « Il y aura beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Des gens qui ne croient pas en nous, et d'autres qui comptent sur nous. » Tonnerre la regardait de ses grands yeux intelligents, comme s'il comprenait chaque mot. « Mais quoi qu'il arrive, poursuivit-elle, on sera ensemble, toi et moi. Et c'est tout ce qui compte vraiment. » Cette simple vérité, prononcée dans la quiétude d'une écurie endormie, contenait toute la philosophie qui avait guidé Marie depuis le début. Au-delà des enjeux, des pressions et des attentes, il y avait cette connexion pure entre une jeune femme et un cheval, basée sur le respect mutuel et la confiance. Le lendemain matin, alors que le van qui transporterait Tonnerre à Deauville était préparé, Marie reçut une visite inattendue. Sa grand-mère, venue spécialement de Normandie, l'attendait devant les écuries, son visage ridé illuminé par un sourire de fierté. « Mamie !» s'écria Marie en se précipitant pour l'étreindre. « Comment as-tu su ?»« Louis Beaumont m'a appelé, » expliqua la vieille dame. « Il m'a dit que ma petite fille allait écrire une page d'histoire à Deauville et que je ne pouvais pas manquer ça. » Les larmes aux yeux, Marie se tourna vers Louis qui observait leurs retrouvailles à distance. Il inclina légèrement la tête en signe de reconnaissance. « Il a même envoyé une voiture me chercher », poursuivit sa grand-mère, impressionnée, avec chauffeur et tout. « Je me suis sentie comme une reine. » Marie rit, imaginant sa grand-mère, habituellement si simple et modeste, installée dans une berline de luxe. « Et il paraît que je vais rencontrer ton fameux Tonnerre ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. « Bien sûr !» répondit Marie en la guidant vers le box de Elle et Talon. « Il va adorer la grand-mère qui m'a tout appris sur les chevaux. » Lorsque Tonnerre vit la vieille dame, il s'approcha immédiatement, tendant son museau vers elle avec une curiosité douce. Sans hésitation, comme si elle l'avait toujours connue, la grand-mère de Marie posa sa main ridée sur son chanfrein, le caressant avec une tendresse experte. « Oh, mais c'est une âme ancienne, celui-là !» murmura-t-elle, utilisant une expression que le grand-père de Marie employait souvent pour désigner les chevaux particulièrement sages et profonds. « Il a connu la souffrance, mais aussi l'amour. Il te fait confiance, ma petite. » Complètement. Ces paroles simples, prononcées par la femme qui avait nourri sa passion pour les chevaux depuis l'enfance, touchèrent Marie plus profondément que tous les conseils techniques ou les encouragements professionnels qu'elle avait reçus. « Tu crois qu'on peut y arriver, mamie ?» demanda-t-elle doucement, redevenant soudain la petite fille qui cherchait l'approbation de sa grand-mère. La vieille dame prit le visage de Marie entre ses mains calleuses. « Ma chérie, vous avez déjà réussi. Tout ce qui viendra ensuite ne sera que la confirmation de ce que vous avez accompli ensemble. » Dans cette écurie paisible, entourée des deux êtres qui incarnaient ses racines et son avenir, Marie sentit enfin s'apaiser l'anxiété qui l'avait tenaillée ces dernières semaines. Quoi qu'il arrive à Deauville, elle avait déjà gagné l'essentiel, la confiance d'un cheval extraordinaire, le respect de professionnels chevronnés et la fierté dans les yeux de sa grand-mère. Le voyage vers Deauville pouvait commencer. Le concours international de Deauville était encore plus impressionnant que Marie ne l'avait imaginé. Des centaines de chevaux d'exception, les meilleurs cavaliers d'Europe, des installations somptueuses au cœur de la station balnéaire normande, tout respirait l'excellence et le prestige. L'arrivée du Haras de Chantilly ne passa pas inaperçue.
L'article sur La serveuse et elle, étalon indomptable, avait fait le tour du milieu équestre, suscitant curiosité, scepticisme et parfois mépris à peine voilé. « Ne les laisse pas t'intimider », conseilla Louis, tandis qu'ils installaient Tonnerre dans le box qui leur avait été attribué. La plupart critiquent par peur du changement. Marie acquiesça, bien que son estomac fût noué par l'angoisse. Tout, ici, lui rappelait qu'elle était une intruse, des regards condescendants des autres concurrents aux commentaires chuchotés quand elle passait. « Mademoiselle Dubois » l'interpella soudain une voix masculine derrière elle. Marie se retourna pour découvrir un homme d'une 60aine d'années, vêtu d'un costume impeccable qui jurait avec l'environnement des écuries. Grand, élégant, la peau hâlée et le regard perçant, il dégageait une autorité naturelle. « Je suis Nassir Al-Farsi », se présenta-t-il avec un léger accent. « J'ai cru comprendre que vous montez mon ancien cheval. » Marie sentit Louis se raidir à ses côtés, mais elle maintint son calme. « Bonjour, monsieur. En effet, j'ai l'honneur de travailler avec Tonnerre. » Le Cher l'observa attentivement, son expression indéchiffrable. Un animal magnifique, mais malheureusement ingérable. « J'ai engagé les meilleurs dresseurs d'Arabie Saoudite et d'Europe, sans succès. Peut-être n'était-ce pas une question de compétence, mais d'approche, » suggéra Marie, sentant une vague de protectivité envers Tonnerre. Un sourire froid étira les lèvres du Cher. « Vous insinuez que vous, une jeune fille sans formation, avez trouvé en quelques semaines ce que des professionnels aguerris n'ont pas réussi en des mois. »« Je n'insinue rien, monsieur, » répondit Marie avec une assurance qui la surprit elle-même. « Je me contente de constater que Tonnerre et moi communiquons bien ensemble. Chaque cheval est différent, comme chaque humain. » Le Cher la considéra un moment, puis hocha légèrement la tête. « J'assisterai à votre prestation avec grand intérêt, mademoiselle Dubois. Nous verrons si les rumeurs sont fondées. » Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Marie et Louis échanger un regard lourd de sens. « Premier round pour toi », commenta Louis avec un sourire approbateur. Les heures qui suivirent passèrent dans un brouillard de préparatifs, de vérification de équipements et de dernières recommandations d'Isabelle. Marie alternait entre des moments de confiance absolue et des accès de panique, où elle se demandait comment elle avait pu se laisser entraîner dans cette folie. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui rappela Thomas, alors qu'ils observaient ensemble les premiers concurrents depuis les gradins. « Personne ne te jugera si tu te retires. » Marie secoua la tête. « Ce n'est plus une question de jugement. C'est entre Tonnerre et moi maintenant. Nous avons commencé ensemble, nous finirons ensemble. » Leur catégorie, dressage intermédiaire, comptait 23 participants, des cavaliers expérimentés montant des chevaux valant des fortunes. Marie et Tonnerre passeraient en 17e position. Un tirage qui leur donnait le temps d'observer, mais augmentait aussi l'attente anxiogène. Quand vint enfin leur tour, Marie enfila sa veste de concours d'une main légèrement tremblante. Sa grand-mère l'aida à ajuster son chignon sous son casque, puis prit ses mains dans les siennes. « Rappelle-toi ce que ton grand-père disait toujours, » murmura-t-elle. « Le cheval ne voit pas tes doutes, il sent ta confiance. » Ces mots simples agirent comme un baume sur l'anxiété de Marie. Elle rejoignit Tonnerre qui attendait, magnifiquement préparé par Pierre et Thomas. L'étalon semblait étrangement serein malgré l'agitation environnante, comme s'il comprenait l'importance du moment. « C'est l'heure, mon beau », lui chuchota-t-elle en montant en selle. Leur entrée dans l'arène fut accueillie par un silence curieux. La rumeur de que la serveuse et elle, étalon indomptable, avait fait son effet. Les gradins étaient pleins, tous les yeux rivés sur ce couple improbable. Marie repéra le Cheikh Al-Farsi au premier rang, son expression sévère, tranchant avec l'excitation générale. Elle aperçut également, avec surprise, Victoire et les autres amis de Thomas, venus malgré tout soutenir leur performance. Le signal retentit. Marie prit une profonde inspiration et donna l'impulsion à Tonnerre. Dès les premiers pas,
elle sut que quelque chose de spécial se produisait. Elle étalon, loin de être perturbée par l'environnement imposant, semblait s'en nourrir, chaque mouvement empreint d'une grâce et d'une présence magnétique. Leur chorégraphie se déroula comme dans un rêve, les transitions fluides, les figures précises, la communion entre cavalière et monture presque palpable. Marie ne pensait plus aux juges, au public, aux chairs, ou même à Louis. Il n'y avait plus que Tonnerre et elle, dansant ensemble une danse qu'ils avaient inventée à deux. Quand ils achevèrent leur programme par un arrêt parfaitement centré, un silence stupéfait s'abattit sur l'arène avant qu'une vague d'applaudissements ne déferle des gradins. Marie, rayonnante, se pencha pour étreindre l'encolure puissante de Tonnerre. « On l'a fait », murmura-t-elle, des larmes de joie perlant au coin de ses yeux. Les notes tombèrent, bien meilleures que leurs espérances. Ils terminaient à la 6e place, un exploit inouï pour un premier concours. Mais le véritable triomphe vint après, lorsque le cher Al-Farsi s'approcha d'eux, son regard altier désormais teinté d'un respect réticent. « Vous avez accompli l'impossible, mademoiselle Dubois », admit-il. « Je n'aurais jamais cru voir cet animal se comporter ainsi. Tonnerre a toujours eu ce potentiel, » répondit Marie. « Il avait juste besoin qu'on lui fasse confiance. » Le message sous-jacent « haine » échappa à personne. Le cher hocha lentement la tête, son regard s'attardant sur l'étalon avec une expression presque mélancolique. « Peut-être ai-je des leçons à apprendre », concéda-t-il finalement avant de s'éloigner. La célébration qui suivit fut aussi joyeuse qu'impromptue. Louis déboucha du champagne, Thomas souleva Marie du sol dans une étreinte enthousiaste, et même Victoire vint présenter des excuses maladroites mais sincères. Mais le moment le plus précieux pour Marie fut celui passé seul avec sa grand-mère et Tonnerre dans la quiétude des écuries, loin de l'agitation. « Grand-père aurait été si fier, » murmura la vieille dame, caressant affectueusement l'étalon. « Tu as prouvé ce qu'il a toujours cru, que la véritable connexion avec un cheval ne s'achète pas et ne s'impose pas. Elle se gagne par le respect et la patience. » 3 mois plus tard, Marie commença ses études à l'école vétérinaire d'Alfort, tout en poursuivant son stage au haras de Chantilly. Sa performance à Deauville avait changé bien des choses. Non seulement pour elle-même, désormais reconnue comme une dresseuse talentueuse, mais aussi pour Tonnerre, devenu l'ambassadeur d'une approche plus respectueuse du dressage. Plus important encore, leur histoire inspira d'autres jeunes passionnés aux origines modestes, prouvant que dans le monde équestre comme ailleurs, le talent et la persévérance pouvaient parfois surpasser les privilèges et les traditions. Et chaque fois que Marie doutait de sa place dans ce monde autrefois inaccessible, il lui suffisait de se rappeler ce moment magique à Deauville, où une serveuse et un cheval réputé indomptable avaient démontré ensemble que les plus belles victoires sont celles que personne ne croyait possibles.